Nous allons parler maintenant d'accompagnement et facilitation de l'appropriation des technologies de la e-santé. Et pour en parler, nous aurons Yann Maël Ledouarin du ministère de la Santé, Olivier Babinet, du directeur de la santé interdépartementale des Yvelines et des Hauts-de-Seine, qui est avec nous en plateau, Armel Graciet du SNITEM, Jean-Philippe Allozy, qui est avec nous ici, directeur des affaires publiques et gouvernementales d'Abgen, et Francis Mambrini, membre de la Fédération des éditeurs d'informations médicales et paramédicales ambulatoires. Alors, on l'a vu au cours de cet après-midi sur la e-santé, et plus particulièrement maintenant, on va voir dans quelle mesure on peut faciliter, accompagner le développement de la e-santé et poser à nos invités qu'est-ce que vous, concrètement, vous pouvez faire pour la e-santé. Alors, on va commencer par les pouvoirs publics, une fois de plus, par le ministère de la Santé. Yann Maël Ledouarin, vous êtes conseiller médical à la DGOS, Direction Générale de l'Offre de Soins au ministère de la Santé. Concrètement, que font les pouvoirs publics, alors à l'aune de la crise Covid, bien sûr, et donc quels sont les grands axes pour passer de l'exception liée à la situation actuelle au droit commun, c'est-à-dire comment faire entrer dans les usages réellement les acquis des initiatives développées pendant cette crise sanitaire. Vous avez une lourde responsabilité. Très grosse responsabilité. En tout cas, merci pour l'invitation et bonjour à tous. Traditionnellement, on fonctionne, en tout cas sur la télésanté, autour de 3 axes qui sont sécuriser les pratiques. Donc, c'est tout ce qu'on va faire via la feuille de route numérique pour sécuriser la partie numérique, tout ce qui est autour du droit. Donc, c'est les décrets, arrêtés qu'on peut passer autour de la télémédecine, la définition des actes et des bonnes pratiques. Et le travail qu'on peut faire avec la Haute Autorité de Santé et les guides de bonnes pratiques que peut publier la Haute Autorité de Santé. Le deuxième axe, après sécuriser, c'est un axe d'accompagnement qui est fait déjà depuis plusieurs années, qui a été très, très renforcé pendant la crise. C'est tout le travail qu'on peut faire sur le terrain avec les ARS notamment et les expérimentations étapes. Ça a été un gros accélérateur pendant la crise. Les ARS ont joué un rôle pivot sur la dissémination des dérogations qu'on a pu faire et l'appui à la téléconsultation, à l'ampleur qu'a pris la téléconsultation et la télésurveillance aussi pendant la crise. Et le troisième axe qu'on a, c'est pour guider les acteurs, donc c'est tout ce qui est formation, tous les guides pour les établissements de santé qu'on peut faire, la réforme, l'intégration plutôt, du numérique et de la télésanté dans les études, premier cycle, deuxième cycle et formation continue. Et également un travail qu'on commence à faire avec la Fédération des spécialités médicales et le Collège des médecines générales enseignants, c'est la création de fiches cas d'usage pour que tous les médecins qui ont commencé à se mettre à la téléconsultation pendant la crise puissent savoir demain dans leur pratique, au-delà des patients Covid et au-delà de la crise, quels patients et quelles situations cliniques ils peuvent prendre en charge à distance de façon simple dans leur pratique. Le but vraiment, c'est de se dire... Beaucoup de médecins ont connu la télésanté, que ce soit téléconsultation ou télésurveillance, dans une situation de crise qui n'est pas une situation classique. Et on a besoin de réussir à les accompagner, à les guider pour que ces expériences crises deviennent des expériences dans leur pratique quotidienne. Et c'est tout ce passage, cette espèce de switch qui va être décisif pour la suite et qu'on doit absolument accompagner donc, avec ces différents leviers, c'est-à-dire... le levier législatif si on en a besoin, formation, information et accompagnement via les ARS. Globalement, il y a aussi une chose, je pense, mais là c'est plus collectif. Si on veut que plus tard ça marche dans les mois, semaines, mois et années qui arrivent pour la télésurveillance,
que tout marche, il faut que collectivement, on change nos façons de réfléchir à la santé, qu'on change nos logiciels. On n'arrivera pas à imaginer le monde numérique et le monde de la santé demain en gardant nos logiciels, que ce soit les acteurs de terrain, les industriels, les institutionnels, en gardant les mêmes logiciels que ceux d'aujourd'hui et ceux d'hier surtout. Ce n'est pas les mêmes business models, ce n'est pas les mêmes façons d'organiser le soin. On a une occasion unique de repenser le soin grâce au numérique, de repenser tout le soin d'ailleurs, et pas que le numérique et la place du numérique en santé. Et je pense qu'il faut qu'on s'en saisisse et qu'on change notre façon de fonctionner et de penser. Mais quand vous dites changer de logiciel, est-ce que c'est au sens propre ou au sens figuré? C'est la façon de penser ou aussi changer les logiciels qui sont obsolètes? Non, au sens figuré, il faut qu'on change notre façon de penser et d'aborder les choses. Et aussi au sens propre, non? Oh, ça, vous demanderez à Dominique Pont s'il considère qu'il faut changer les logiciels. Je suis pas spécialiste des logiciels hospitaliers ou en ville, où Fabrice pourra nous dire quel est l'état pour lui des logiciels aujourd'hui. Et votre job sur la télésurveillance, vous me posez la question, je peux vous dire qu'effectivement, je pense qu'il y a des très bons logiciels et les Français sont très bien placés, les industriels français sont très bien placés en télésurveillance. Je pense quand même qu'il y a encore des progrès à faire, de la maturation à avoir dans ce domaine-là, mais qui est complètement normal et on fait partie des pionniers au niveau mondial, donc j'ai pas de souci là-dessus. Et quand vous dites changer de façon de penser, concrètement, ça veut dire quoi? Parce que c'est un peu général. Ça veut dire que sur le terrain, acteur de terrain professionnel de santé, on n'imagine pas une journée de la même façon grâce au numérique, parce qu'elle va être plus coordonnée, elle va être plus partagée avec les équipes. On va organiser sa journée entre le présentiel et le distanciel de façon différente. Un hôpital ne gère pas son organisation, ses rapports avec les patients, ses rapports avec les professionnels de la même façon, sans et avec. Et les industriels, l'accès au marché n'est pas le même. On ne peut pas calquer l'accès au marché du DM classique ou du médicament sur l'accès au marché de la e-santé. Il faut qu'on se permette de changer nos façons de réfléchir, mais même institutionnelles, hein, et particulièrement institutionnelles. Il faut qu'on saisisse ça pour changer complètement nos logiciels et aborder la santé de façon différente et se servir du numérique en santé comme justement une opportunité pour changer notre façon de voir et aborder différemment les choses. Merci. Alors, Olivier, on viendra vers vous plus tard. Olivier Babinet, vous êtes directeur santé du département des Yvelines et des Hauts-de-Seine. Alors, les départements, c'est vrai qu'on n'y pense pas spontanément dans la e-santé. Et pourtant, pendant la crise Covid, justement, vous avez développé ou vous avez en projet de développer des actions de télémédecine pour les populations loin du soin. Expliquez-nous un petit peu le rôle du département et comment, là aussi, le département peut aider. Alors, et je signale que vous avez écrit un excellent petit livre, mais qui est très très riche et très complet sur la e-santé en question, IJ Édition, où il y a tout. Donc, je le conseille à tout à chacun. Alors, est-ce que les départements ont vraiment un rôle à jouer en complément du système de santé grâce à la e-santé? Merci Philippe pour l'invitation. Alors, en 2020, il s'est passé deux choses fondamentales qu'on a constatées. La première chose, c'est que ce petit virus, le SARS-CoV-2, a rebattu les cartes de la e-santé. Et comme on l'a vu, ça a reboosté, mais ça a reboosté uniquement la e-santé qui répondait à un besoin. Donc, par exemple, on l'a vu tout à l'heure, la téléconsultation, on en a parlé longuement, on a fait exploser. On a parlé du CIDEP, les tourneaux ont parlé du CIDEP tout à l'heure. On a également, bien entendu, le télésuivi. On a distribué, par exemple, des tablettes, c'est intéressant comme modèle, dans les EHPAD, pour que les résidents puissent rester en contact avec leur famille. Mais ce qui est intéressant, c'est que les mêmes tablettes, pour la téléconsultation, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce que ça ne répondait pas à un besoin. Voilà. De la même façon, la téléexpertise n'a absolument pas démarré. Le DMP, on n'en parle pas. Et on a vu le flop concernant le Stop Covid. Ce que vous dites, c'est que quand la crise va partir, on espère, et le président nous l'a promis pour l'année prochaine, tous ces services vont tomber. Il n'y aura plus de besoin, il n'y aura plus de services. C'est un discours un peu pessimiste ou pas? Non, non, non. Votre discours, en effet, est un petit peu pessimiste. L'idée, c'est justement de se limiter aux besoins, vraiment de répondre aux besoins des utilisateurs. Et pendant le deuxième phénomène qu'il y a eu pendant cette crise, c'est les collectivités qui ont touché à la chose médicale peut-être plus qu'elles ne le faisaient avant. Les collectivités, pour rappel, s'occupent de l'avant-naissance, donc dans le suivi des femmes enceintes, jusqu'à les personnes, si vous voulez, en situation de dépendance.
Et là, les collectivités ont joué un rôle important dans l'approvisionnement des EPI, donc les équipements de protection individuelle, dans le triptyque, le fameux triptyque testé, tracé, isolé. Et on a décidé à la suite de ça de s'engager, bien entendu, dans la numérisation, je dirais ça c'est assez banal, c'est un peu technologique, dans le cadre de la feuille de route numérique, mais également de prendre des projets spécifiques qui sont le numérique pour lutter contre les déserts médicaux et également la prise en charge des personnes en situation de dépendance. Donc, sur le sujet télésanté, qui est quand même un sujet intéressant, on a relevé 3 modèles. Le premier modèle, c'est le business to consumer. Le patient qui s'adresse directement à son praticien, il est dans sa canapé, il prend un rendez-vous, non programmé dans 1 heure ou programmé dans 1 mois. Tout est organisé, il y a pléthore de plateformes sur le sujet, c'est pris en charge financièrement. Je considère que le département, en tout cas les collectivités au sens large, n'ont absolument aucune valeur ajoutée dans ce type de système. Le deuxième modèle, qui est beaucoup plus intéressant, c'est la téléconsultation assistée. À ce moment-là, c'est du B2B2C. Le praticien s'adresse à un autre professionnel de santé qui lui-même est à côté du patient. Dans ce cas-là, le département en effet a un rôle parce qu'il peut compléter la prise en charge du téléassistant, parce que l'assurance maladie, en fait, n'assure pas de manière suffisante le financement du téléassistant pour permettre ce développement. Et de l'autre côté, en termes de ressources médicales, la difficulté, c'est en effet d'arriver à trouver des médecins qui puissent être disponibles pour assurer ce genre de système. Et le troisième... Des médecins ou des infirmières? Oui, pour un télésoin, Voilà, absolument. ouais. C'est peut-être un professionnel de santé. Non, mais quand vous dites une téléconsultation à distance où le médecin est dans son cabinet et le patient peut être aidé par une infirmière dans un local du département, c'est ça? Alors, ça peut être... Il y a plusieurs lieux possibles. Ça peut être soit un lieu étiqueté santé, comme un centre de santé, une maison médicale, un gros cabinet, une officine. Hein, ça pose pas. Ça peut être également un lieu de département, par exemple, sur des communes à moins de 5000 âmes. Il est évident qu'on ne trouve même pas de lieu étiqueté santé, même pas une officine. Dans ce cas-là, ça peut être un lieu du département, d'une collectivité, hein, pas simplement du département, n'importe quelle collectivité, une commune. Et on a également des systèmes de cabinet, un cabinet médical mobile numérique qui va être mis en place l'année prochaine. En ce qui concerne la prise en charge, le troisième modèle qui est la prise en charge des patients en perte d'autonomie, c'est pour moi le modèle qui est le plus intéressant et peut-être qui va se mettre en place le plus rapidement. Mais le plus difficile, non? Non. Pourquoi? Parce que l'intérêt, c'est que le téléassistant est déjà dans le modèle. Que ce soit en institution, hein, du REPAD ou établissement pour des personnes handicapées, ou que ce soit à domicile, on a déjà un système sur place d'assistance aux patients, qui lui est déjà rémunéré. De l'autre côté, on a également un réseau de soignants qui lui-même est pris en charge. Donc en fait, le département de ce cas-là peut simplement amener des financements du type équipement, téléconsultation, dispositifs médicaux connectés, pour que le lien puisse se faire entre les professionnels de santé extérieurs et les professionnels de santé qui assistent le patient. C'est un modèle, par exemple, pour vous donner un exemple, qui va être mis en place dès le début de l'année prochaine. Oui, mais j'ai ouï dire que les usages sont difficiles à se développer et que parfois c'est plus facile d'appeler l'ambulance, d'emmener la personne qui pose un problème à l'hôpital plutôt que d'organiser une téléconsultation. Alors évidemment, il faut que les habitudes se prennent, mais est-ce que vous n'êtes pas confronté à ce genre de difficultés? Aujourd'hui, toutes les publications, toutes les expériences montrent que la valeur ajoutée de la téléconsultation dans la performance de la prise en charge du patient, en particulier par exemple en EHPAD ou institution de personnes handicapées, est absolument indiscutable. Et les personnes âgées, comme les personnes handicapées, se trouvent immédiatement en contact avec l'écran, se trouvent finalement, n'ont pas de rejet par rapport à l'écran. Au bout de 2-3 minutes, sont parfaitement à l'aise avec le praticien qui est de l'autre côté en ligne. Alors, le département des Yvelines et des Hauts-de-Seine est assez punchy sur tout ce qui est numérique, et en santé en particulier. Est-ce que c'est quelque chose qui se développe chez vos autres confrères, dans les autres départements? Ça se développe aussi dans les municipalités, vous l'avez dit, Jean-Pierre Door a organisé ça dans les locaux de sa municipalité. Est-ce que c'est vraiment un phénomène général ou est-ce que vous êtes un précurseur ou un pionnier un peu isolé? Nous restons dans les précurseurs.
C'est vrai. Mais il est certain que dans les mois ou les années qui viennent, l'ensemble des collectivités vont investir dans la e-santé. C'est leur rôle, d'abord c'est leur mission. Dans leur mission. Pourquoi c'est dans leur mission? Parce qu'en fait, on a deux types de territoires. On a les territoires qui sont bien achalandés, qui ont une offre de soins correcte, qui va du CHU au centre de santé. Et puis de l'autre côté, on a des territoires que nous appelons prioritaires, qui peuvent être ruraux, qui peuvent être des QPV, donc des quartiers prioritaires de la ville, donc ces quartiers en difficulté, dont personne s'occupe. Donc les collectivités ont un rôle dans l'offre de soins dans ce genre de... Il est évident que les collectivités n'ont pas de rôle, a priori, dans un territoire qui est déjà bien desservi. Ça n'a pas de sens. En revanche, dans des territoires en difficulté, qui sont en peine par rapport à l'offre de soins, leur rôle est absolument essentiel. Donc, un groupe de patients ou un professionnel de santé qui a des difficultés peut vous appeler en disant « Tiens, j'aimerais développer quelque chose en e-santé pour faciliter l'accès à la santé ». Alors, les contacts, c'est en général soit des associations de type AL, LDS qui, en effet, font ce genre d'appel. Ça peut être également les CPTS. Dans les CPTS, vous savez, ils ont systématiquement un module les CPTS, les communautés professionnelles de territoire de santé qui réunissent des professionnels de santé libéraux qui ont du mal à se mettre en place quand même. Mais paraît-il que ça progresse un peu avant d'être aidé. Là aussi, malheureusement, on n'a personne de l'assurance maladie, mais l'assurance maladie promet de les aider pour que vraiment ça émerge. Alors, merci beaucoup. Armelle Gracier, vous êtes directrice des affaires industrielles du système. Les systèmes, pour faire simple, c'est des dispositifs médicaux qui vont de la canne anglaise au pacemaker, et vous développez beaucoup de solutions et d'outils numériques. Alors, comment vous pouvez aider là aussi, vous, alors vous réclamez une meilleure prise en charge, des meilleures conditions, mais comment vous pouvez aider les professionnels, les patients, pour justement la e-santé se développe? Comme vous l'avez dit, les industriels développent de plus en plus de dispositifs médicaux connectés et de solutions digitales qui sont là pour accompagner soit les patients, soit les professionnels de santé dans leur prise en charge de ces patients. Et on l'a tous souligné, la crise sanitaire a été un formidable booster du numérique en France. Pour autant, je mettrai un petit bémol sur ce point-là quand même, c'est que ça l'a été pour la téléconsultation, qui était dans le droit commun. Donc on va dire que l'expansion de la téléconsultation, elle a été juste dérogatoire sur certains petits points, mais ça posait pas de problème. J'en dirais pas autant de la télésurveillance, qui est toujours en expérimentation. Et donc, contrairement à ce qu'a pu dire éventuellement Yann Maël tout à l'heure, la télésurveillance n'a pas du tout été boostée par la crise sanitaire. Or, on le sait aujourd'hui, tous les patients porteurs de pathologies chroniques ont été un peu les oubliés du premier confinement et aussi probablement un peu du deuxième. Soit parce qu'ils n'ont pas osé aller consulter dans les hôpitaux parce qu'ils avaient peur d'attraper le Covid, ou parce que les médecins ne consultaient plus et ne pouvaient plus les prendre en charge. Et on sait par les professionnels de santé que ces patients, enfin un certain nombre d'entre eux, en tous les cas, se sont considérablement aggravés pendant tous ces mois de confinement. Et on peut se dire que si les solutions de télésurveillance avaient déjà été déployées sur le territoire, on aurait pu avoir une prise en charge à distance de ces patients, et donc pas avoir les résultats qu'on a aujourd'hui pour eux. Pourquoi ce frein sur la télésurveillance? Et qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous avez plein d'outils de télésurveillance, j'imagine? Mais il y a plein d'industriels qui développent des outils de télésurveillance dans différentes pathologies. Aujourd'hui, la télésurveillance, elle n'est financée que dans le cadre d'expérimentation. Donc il y a 5 cahiers des charges qui existent évidemment dans les pathologies chroniques les plus importantes, que sont l'insuffisance cardiaque, le diabète, l'insuffisance rénale, l'insuffisance respiratoire, et aussi le télésuivi des patients qui sont porteurs de prothèses cardiaques implantables. Donc ça représente potentiellement beaucoup de patients. Dans les faits, c'est vrai que ça a été compliqué à mettre en place, parce que comme on est dans des expérimentations, il ne s'agit pas juste de prescrire, il faut un conventionnement, il faut des contrats avant, donc la mise en place a été compliquée. Et nous, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est effectivement la fin de ce programme étape et le passage dans le droit commun. Alors bien sûr, il faut en définir les modalités économiques et de prise en charge.
avec toutes les parties prenantes. Mais aujourd'hui, ça paraît hallucinant que, alors qu'il y a plein de solutions qui existent sur le marché, qu'on n'arrive pas à faire passer ça dans la pratique quotidienne de tous les professionnels de santé, dans la prise en charge des patients. Donc aujourd'hui... Je ne sais pas si vous avez entendu tout à l'heure Gérard Raymond, mais on ne dit plus télésurveillance, on dit téléaccompagnement, parce que les patients en ont marre d'être surveillés ou qu'il y ait des tentatives de... Non, mais je propose que ça soit quelque chose qu'on décide tous, c'est plus sympa et c'est plus motivant pour les patients. Je vais vous donner la parole tout à l'heure, mais alors, Anne-Gaëlle Ledouarin, vous êtes directement interpellée. Pourquoi la télésurveillance n'est pas passée dans le droit commun? C'est votre boulot de faire passer les choses dans le droit commun. C'est pas faute d'avoir essayé. Anne-Gaëlle Ledouarin, pourquoi? On en parle souvent avec les différents acteurs et avec Armelle. C'est pas encore passé dans le droit commun. Alors, c'est passé nulle part au monde dans le droit commun. C'est pas une excuse. Mais non, c'est pas une excuse. C'est pas une excuse et on y travaille. On y travaille activement actuellement. Il faut juste qu'on ait le bon modèle de sortie. Je partage l'avis d'Armelle, c'est-à-dire qu'on sait que la télésurveillance a du potentiel, a un avenir, qu'on a énormément de solutions et surtout qu'on a énormément de pathologies et de cas qui ne sont aujourd'hui pas pris en charge via des expérimentations. Et d'ailleurs, certains essayent de passer par l'article 51 et passent par l'article 51. Et il faut qu'on prépare très rapidement l'entrée dans le droit commun plus large de la télésurveillance. Il faut juste qu'on ait le bon modèle pour plusieurs raisons. Avec plusieurs, pas pour plusieurs raisons, mais avec plusieurs nécessités. Que ça soit un modèle qui soit le plus adaptable possible et le plus large possible. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on crée un modèle juste pour 2 ou 3 pathologies. Il faut qu'on ait un modèle qui puisse demain correspondre à toutes les pathologies ou à tous les nouveaux dispositifs qui devraient arriver. Donc, si on se précipite trop, on va faire un modèle qui sera trop segmenté, qui ne marchera pas pour tout le monde. Et ça, il ne faut pas le faire. Et deuxième chose, on ne peut pas se planter sur le modèle de sortie. Pourquoi? Parce que si on se plante, on va laisser une image qui ne sera pas la bonne et on va casser le déploiement dès le départ. Voilà, donc il faut absolument qu'on ait le bon modèle. Je pense qu'Armelle a raison, il faut qu'on aille vite. Il est urgent de ne pas aller trop vite, quoi. C'est ce que vous dites, il ne faut pas se planter. Mais enfin, ça fait longtemps qu'on parle de télésurveillance, quand même. Ça fait longtemps qu'on parle de télésurveillance. Après, si vous regardez, si vous faites une recherche une revue de la littérature, il y a très très peu d'études bien faites en télésurveillance, peu importe où dans le monde, même en France y compris. C'est-à-dire que ça fait longtemps qu'on en parle, mais il y a peu de preuves encore aujourd'hui. Il y a de plus en plus de preuves, mais il y en a encore, ça reste encore à ses débuts, la télésurveillance. Même si je suis persuadé qu'il y a un intérêt, je bosse dessus depuis 3 ans et je suis un fervent défenseur de la télésurveillance, même si je suis d'accord avec Armelle, il faut qu'on accélère, mais par contre, il faut qu'on accélère bien et de façon pertinente. Alors, quelles sont les conditions Armelle Graciet, les conditions de succès, du développement du téléaccompagnement? Qu'est-ce que peuvent faire les industriels? Les industriels, par rapport à ça, ils développent des solutions qui, a priori, fonctionnent, qu'ils ont testées de différentes manières. Après, ils sont quand même extrêmement dépendants du modèle économique, parce qu'on sait très bien que, quelles que soient les industries, il faut qu'ils rencontrent leur marché et qu'ils puissent en vivre. Donc, on a connu, il y a plein d'industriels qui ont mis à disposition, et on l'a vu pendant le Covid, la plateforme Covidom a été développée en un temps record et a rendu un service incroyable. Ouais. Ça n'a pas été fait dans des conditions économiques qui sont pérennisables, parce que la société ne pourrait pas survivre dans ces conditions-là. Donc, il y a un moment, la crise a montré un formidable élan de solidarité de tous les industriels, et il y en a plein qui ont mis à disposition leurs solutions alors qu'elles ne sont pas prises en charge actuellement pour prendre en charge des patients, etc. Mais il y a un moment, ils ne peuvent pas non plus faire ça gratuitement ad vitam aeternam. Donc, les industriels sont arrivés à un stade où malheureusement, ils ne peuvent pas faire grand-chose si on n'arrive pas à un accord avec les administrations pour que ces solutions soient prises en charge et donc accessibles au maximum de patients. D'accord. Merci. Jean-Philippe Allozy, vous êtes directeur des affaires publiques et gouvernementales chez Amgen, qui est un laboratoire de l'industrie pharmaceutique, une biotech, disent certains. Alors, les industriels du médicament, est-ce qu'ils participent à l'accompagnement des professionnels et des patients? Et alors, bon, on connaît le rôle de l'industrie pharmaceutique. Quels sont ses atouts et aussi quels sont les écueils?
Alors, merci pour l'invitation. Donc, effectivement, donc Amgen, c'est une biotech, voilà, un laboratoire pharmaceutique spécialisé en biologie, en innovation biologie. Donc déjà, est-ce qu'on a une place dans le sujet de la e-santé? Et la première question qu'on peut se poser, c'est finalement, nous, notre boulot, c'est l'innovation en biologie et pas en e-santé. C'est de faire des médicaments. Voilà, hein. faire des médicaments, exactement. Donc après, en fait, est apparu assez vite la nécessité d'aller plus loin et de travailler dans la e-santé et d'être pleinement acteur, parce que c'est un élément avec lequel il faut compter dans le système de santé aujourd'hui. Je citerai deux grands domaines. Le premier, c'est que ça permet de mieux développer des médicaments, parce qu'on comprend mieux avec toutes les données qu'on a, avec les analyses qu'on peut faire concrètes et de vie réelle, on comprend mieux comment le médicament il fonctionne, à quel moment il peut être le plus utile. Et donc je relie ça à toute la thématique du bon usage, hein, c'est-à-dire de dire comment je fais en sorte de développer le meilleur médicament qui est capable d'arriver au bon moment, au bon patient pour le bon traitement. Donc là, les données sont un sujet très important. Ça paraît logique, oui. Du coup, un laboratoire comme Amgen va aller s'adresser à une start-up comme Hawkin, qui est spécialisée en intelligence artificielle, et dire voilà, on va analyser des données massivement et avec une puissance bien supérieure à celle que l'homme peut faire tout seul, pour essayer de mieux comprendre des risques de rechute dans un cancer particulier ou des risques de récidive d'un accident cardio-neurovasculaire. Et donc, on arrive à avoir des informations beaucoup plus intéressantes qui permettent après de mieux cibler l'utilisation d'un médicament. De même, on va avoir une start-up comme FitMe qui fait des semelles connectées, qui va nous aider à mieux comprendre comment les patients chutent, l'impact de la fragilité osseuse sur la chute, et du coup, mieux savoir comment un médicament qui prévient la fragilité osseuse peut être utilisé. Qui a eu un prix il y a 2 ans d'ailleurs à la conférence e-santé des Échos. Voilà, donc on est dans les... Oui, il y a une suite, il y a une logique. Une suite, exactement. Donc ça c'est la première partie. Le deuxième aspect, c'est tout ce qui concerne le parcours du patient, parce qu'on a beau innover tout ce qu'on veut, si à la fin le patient, parce qu'il n'a pas accès à son médecin, il n'a pas accès au traitement, si parce qu'il n'a pas d'information, il est perdu, si ces événements indésirables ne sont pas reportés facilement à son médecin, du coup l'innovation elle ne sert pas à grand chose, elle ne sert pas assez à grand chose. Et donc du coup là, on va aller voir à la fois avec les associations de patients et des sociétés innovantes, et on va faire des outils qui permettent d'accompagner le patient, ce qu'on appelle les supports, les soutiens de patients. Et donc, dans le cadre, par exemple, du psoriasis, on a monté une application qui s'appelle Tavi. On a soutenu une application qui s'appelle Tavi, qui permet d'aider les patients à mieux comprendre leur pathologie. Est-ce que l'industrie, une question, est-ce qu'elle est légitime pour avoir accès directement aux patients? Et est-ce que tous les laboratoires font pas la même chose? Est-ce qu'il n'y a pas un embouteillage? Ça, c'est la question après de savoir comment on fait ça le plus intelligemment possible. Et c'est vrai que, nous, on a monté un programme qui s'appelle Amgen Innovation, donc qui est vraiment, qui développe ça et qui développe une approche vraiment pluridisciplinaire en disant finalement l'innovation ça peut pas être que l'affaire de la pharma toute seule, bien évidemment il faut qu'il y ait du dispositif médical, il faut qu'il y ait des patients, il faut qu'il y ait des professionnels de santé, donc essayer de mettre en musique tout ça. Alors après effectivement ce dont on parlait c'est qu'à un moment parmi les sujets d'interrogation il y a le premier sujet qui est vis-à-vis du patient. Finalement le patient il se retrouve avec s'il a 2 pathologies il se retrouve avec 2 applications, 2 sujets, et comment il s'y retrouve dans tout ça? Alors, l'industrie pharmaceutique essaye de jouer sa part, mais il y a une part collective qui doit aussi être organisée par la puissance publique. Le rôle des associations de patients à ce niveau-là est clé, et il faut les aider à être montés en compétences aussi sur ces sujets. Pour être en contact avec des associations de patients très différentes, elles sont de façon très hétérogène, prêtes à donner leur avis et à avoir une influence forte sur des applications. Je donnerai juste un exemple. On est arrivé avec des solutions un peu d'accompagnement patient auprès d'une association de patients qui a dit vous êtes le deuxième, donc vous allez vous mettre d'accord avec l'autre et puis vous allez faire ensemble parce qu'on ne va pas s'amuser à avoir 8 applications différentes. Et je trouve que c'est très, très important ça. Mais vous êtes mis d'accord avec l'autre? Pas complètement, malheureusement. Non, mais c'est un peu une déception, mais parce qu'il y a tout un tas de sujets qui rentrent en ligne de compte. Mais là où on s'est mis d'accord, c'est qu'on a abandonné, nous, la partie qui était déjà faite par l'autre. Et donc, on a essayé de faire une partie qu'à terme, on essaiera de mettre en commun avec un... Justement, on l'a vu tout à l'heure, l'espace numérique en santé pour les patients. On nous a dit qu'il y aurait une labellisation des applications qui seront mises sur l'espace numérique en santé des patients. On ne sait pas qui va labelliser. Est-ce que ça va... Vous disiez qu'il faut que la puissance publique s'en mêle. Est-ce que ça peut être une solution?
Moi, je pense que ça peut être une solution. Ça peut être une solution. Alors après, on a notre part de chacun a sa part de responsabilité. Nous aussi, on a à penser quand on a une idée ou quand on sent qu'il y a un besoin auquel on a envie de répondre, bah, qu'on se mette d'accord et qu'on voit si ça n'existe pas déjà. Et voilà. Donc il y a aussi notre responsabilité. Mais s'il y a cette étape un peu de labellisation, ça peut aider aussi à modifier un peu les comportements et faire en sorte qu'on travaille collectivement comme ça. Donc l'industrie pharmaceutique peut utiliser la e-santé et développer et aider en recherche, en prescription et aussi vis-à-vis des patients. C'est les trois. Oui, c'est les trois sujets. Alors après, se pose la question aussi du modèle économique. Souvent, l'industrie pharmaceutique, elle participe au projet aussi un peu en starter, quoi. Donc, elle aide à une idée qui est intéressante, à la mettre en place, etc. Mais se pose toujours la question qu'on essaye de se poser le plus tôt possible du modèle économique. Et on voit bien que l'innovation, elle marche bien aussi quand derrière, il y a une perspective de modèle économique pérenne. Oui, mais le modèle économique pour l'industrie, c'est d'aider, mais c'est pas de gagner de l'argent, si. Non, justement d'aider, mais on ne va pas aider quelque chose qui, quand on va sortir, risque de disparaître. Donc l'idée, c'est de sortir. Si l'industrie pharmaceutique aide à financer un projet, c'est pas pérenne. L'idée, c'est qu'à un moment, ce projet, comme il répond à un besoin, il faut quand même qu'il trouve son modèle économique. Je prends l'exemple de la télésurveillance, c'est pareil. C'est aussi des sujets sur lesquels on a travaillé. On aide à apporter des preuves, à montrer, mais il y a un moment, c'est pas le rôle de l'industrie pharmaceutique de financer un système de télésurveillance, mais il faut quand même que celui qui le développe, il ait une perspective de modèle économique pérenne. D'accord. Francis Mambrini, vous êtes président de la Fédération des éditeurs d'informatique médicale et paramédicale ambulatoire. Vous regroupez 86%, si je ne me trompe pas, des éditeurs de logiciels pour les médecins, les pharmaciens, les infirmiers, etc. Alors, est-ce que vous aidez assez ces professionnels de santé qui se plaignent de temps en temps un petit peu sur le fait que l'interopérabilité, je suis désolé, ça revient régulièrement dans les discussions, n'avance pas assez vite. Alors, comment vous pouvez aider? Quel rôle vous pouvez jouer? On vous écoute. Oui, merci Philippe pour cette invitation, tout d'abord. Alors oui, c'est effectivement une question à laquelle nous sommes régulièrement confrontés et pour laquelle je vais tenter de vous apporter quelques éléments de réponse. Mais en préalable, je souhaiterais rebondir sur les éléments de contribution et de mobilisation qui ont été les nôtres et qui ont été salués par vos différents intervenants, notamment s'agissant de l'accompagnement de la crise sur les outils de prise en charge à distance des patients. Alors nous, on a une double contribution qui s'est exprimée, à la fois dans ce que qualifiait Yann Maël de dissémination des dérogations, puisque je rappelle quand même que tous les outils de facturation qui sont intégrés dans nos outils ont évolué quasiment quotidiennement pendant les premières semaines de la crise pour être en capacité de prendre en considération l'ensemble des nouvelles règles de facturation qui étaient liées à ces dispositions dérogatoires, sans lesquelles je crois qu'aucune téléconsultation n'aurait pu être réellement pratiquée. Donc ça, c'est un levier important pour nous. Le deuxième, c'était qu'au-delà de ça, on a également déployé de façon extrêmement massive des outils de téléconsultation, de téléexpertise et de télésoins sur le territoire, en équipant plus de 40 000 professionnels de santé dans tout un ensemble de situations d'usage pour lesquelles, du reste, certains de vos invités ayant souligné des difficultés persistantes, on y a été nous aussi confrontés. Le déficit de déploiement de la téléexpertise que je considère moi comme un élément extrêmement important, la capacité à accompagner des patients en situation de difficulté dans leur prise en charge à domicile avec des médecins téléconsultation à distance. Donc nous sommes extrêmement mobilisés sur tous ces sujets-là. Pour en revenir à votre question initiale qui est celle de l'interopérabilité, en fait, moi, je voudrais peut-être en préalable rappeler ce que c'est. Tout d'abord, parce que j'entends, à chaque fois que j'entends évoquer cette question-là, j'entends souvent beaucoup de confusion. Donc, un premier point de définition me semble assez important pour qu'on se remette tous à niveau. L'interopérabilité, c'est quoi ? C'est en fait la capacité qu'ont deux systèmes hétérogènes à être en capacité d'échanger ou de partager une information. Et pour cela, on prend appui sur des référentiels qui sont à la fois techniques mais aussi sémantiques. Autrement dit, comment est-ce que générant une information, je m'assure qu'elle va être interprétée par mon interlocuteur dans son environnement informatique à lui de manière tout à fait acceptable.
Donc c'est des sujets sur lesquels nous sommes investis maintenant depuis de nombreuses années, qui ont d'ailleurs trouvé des axes de déploiement. Hein. Vous évoquiez vous-même tout à l'heure le dossier médical partagé. Eh bien, c'est quelque part une plateforme qui permet de porter cette question d'interopérabilité. Nous nous sommes investis, nous, depuis fort longtemps, puisque les premiers éditeurs qui étaient labellisés sur les contextes d'interopérabilité des solutions avec le DMP sont arrivés sur le marché en 2011. Donc, pour vous dire qu'on a fait un peu de chemin sur ces questions-là. Après, il y a tous les vecteurs qui sont aujourd'hui identifiés comme étant extrêmement pertinents, notamment dans la feuille de route telle qu'elle est portée par la délégation du numérique en santé, à travers les échanges d'informations qui transitent par le canal de la messagerie sécurisée et qui sont porteurs d'un certain nombre d'usages. Vous évoquiez vous-même tout à l'heure la capacité d'un professionnel à recevoir et à intégrer automatiquement des résultats d'examen directement dans le dossier de son patient. Là aussi, c'est des sujets sur lesquels nous étions mobilisés très tôt, même si ce n'était pas dans l'environnement normatif que l'on connaît aujourd'hui, hein, puisqu'on s'appuyait sur la norme H', mais nous étions déjà en capacité, et les médecins utilisateurs de ces solutions l'ont toujours salué extrêmement positivement, en capacité d'intégrer les résultats d'examen directement dans les dossiers médicaux des patients. Aujourd'hui, on accompagne le mouvement qui permet de porter des évolutions sur ce contexte, notamment dans le cadre des travaux auxquels nous participons aux côtés de l'Agence du numérique en santé, hein, puisque nous sommes membres du cadre d'interopérabilité et complètement partie prenante à la fois dans la définition des référentiels, des exigences, du contexte d'opposabilité de ces référentiels d'interopérabilité, pour lesquels je rappelle quand même que depuis plusieurs années, la FEMA fait partie quand même des acteurs industriels qui réclament de l'opposabilité sur les référentiels d'interopérabilité dès lors qu'on est en capacité de participer à leur co-construction. Maintenant, la problématique majeure à laquelle nous sommes au fond tous confrontés, c'est que ces questions-là ne peuvent pas être traitées que par une typologie d'acteurs. Si on veut qu'elles portent leurs fruits, elles doivent mobiliser l'ensemble de la communauté d'acteurs qui sont offreurs de solutions. Alors, Francis Mombrini, c'est ce que nous a dit Laura Les Tourneaux, la déléguée ministérielle au numérique en santé, insistant bien sur le fait qu'elle y travaille, c'est une priorité, ça s'inscrit dans le Ségur, et elle nous donnait un horizon de temps de 2022, parce qu'en 2022, il y a beaucoup de choses qui vont éclore, on ne sait pas pourquoi, mais 2022, est-ce que ça vous paraît, alors pas qu'il y ait une interopérabilité à 100%, parce qu'on voit bien que c'est compliqué, mais est-ce que un an et demi, on va vraiment faire un saut technologique et un saut d'usage, parce que même Elisabeth Hubert de la Fédération qui va intervenir tout à l'heure a fait un livre blanc sur le HAD et la e-santé, et dit un des deux problèmes, c'est interopérabilité. Alors, est-ce que l'horizon de temps est bon? Écoutez, nous, on a amené ces dernières semaines des travaux d'investigation extrêmement soutenus en relation avec les pouvoirs publics, et j'entends par là principalement le ministère avec la délégation du numérique en santé, mais aussi l'assurance maladie, pour être en capacité d'analyser la manière dont nous allions accompagner finalement ce qui était ressorti des priorités du Ségur de la santé, notamment sur le volet numérique, pour que les éditeurs que je représente à travers ma fédération, mais il y a d'autres couloirs qui sont identifiés sur la partie imagerie, sur la partie examen, sur la partie hospitalière. Et la réponse à ma question est La réponse est oui, nous, les investigations que l'on a menées pour être en capacité de produire et de déployer massivement un pack de services numériques qui embarque l'ensemble des priorités du Ségur, nous nous engageons à le faire dans un calendrier de 18 mois. D'accord, donc en 2022, c'est bon. Et dans ces 18 mois, nous avons estimé qu'il y avait deux leviers fondamentaux. Un levier d'investissement en recherche et développement pour être en capacité d'embarquer l'ensemble de ces services dans les logiciels que l'on propose au marché. Et ce levier, nous l'avons identifié sur une échelle de temps de 6 mois. Et un deuxième levier qui va être
à mon sens, encore plus important que le levier d'investissement, c'est celui de l'accompagnement, de la mobilisation des professionnels de santé, leur formation, parce que je vous rappelle quand même que sur ces questions-là, on a affaire quand même à des problématiques de transformation et de conduite du changement considérable. Et donc ce levier-là, on envisage celui-ci de l'activer sur les 12 mois qui suivent la partie recherche et développement. On vous donne rendez-vous en 2022. Il nous reste 3 minutes. Je vous propose un petit tour de table, si je puis dire. Quel est le plus important pour vous? Un mot. On va commencer par Armelle Graciet. Pour aider au développement, qu'est-ce que vous pouvez faire? Un mot, 2 mots, 3 mots? Ce qu'on peut faire, nous, je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne vois pas comment on peut aller plus loin. Nous, ce qu'on attend, c'est un modèle économique et des modalités de prise en charge. Et on est bien sûr prêt à participer à tout groupe de travail qui pourrait se mettre en place sur ces réflexions avec toutes les parties prenantes. Et je sais qu'elles sont nombreuses. Yann Maël, le Douarin, ministère de la Santé. Mettez votre micro. Voilà. Pardon, excusez-moi. Non, j'entends bien l'appel d'Armelle et du SNIDEM et effectivement, nous reviendrons rapidement vers eux pour le travail. Moi, mon mot de conclusion, si j'en ai un, c'est je pense que collectivement, on aura réussi sur la e-santé. Le jour où on parlera plus de e-santé, mais simplement de santé, où ça sera réellement rentré dans les usages. Voilà, c'est ce que je pouvais dire en conclusion. D'accord. Olivier Babinet, les départements. Je dirais que l'important, c'est que les outils soient faciles d'utilisation, ce qu'on les anglo-saxons appellent user X, que ce soit du plug and play, que n'importe qui peut utiliser comme les autres outils dans d'autres secteurs. D'accord. Jean-Philippe Allozy. Alors moi, c'est un mot de conclusion, je rebondis sur quelque chose qui vient d'être dit, que je trouve très intéressant. Notre programme s'appelle Amgen Innovation, la science et l'humain, et donc de ne pas oublier l'humain, et je pense notamment aux professionnels de santé, parce qu'en fait, tout ça, il faut aussi accompagner les professionnels de santé dans ces nouveaux usages, et un jour, on va se rendre compte qu'ils ne sont pas préparés, et du coup, tout ce qu'on voudrait développer, on n'arrive pas à le patient n'en bénéficie pas, parce que les professionnels de santé n'ont pas été accompagnés. Et on vient à vous, Francis Mambrini, une conclusion? Moi, je reviendrai sur les leviers de mobilisation massifs qu'on s'apprête à déployer, pour lesquels, Philippe, on prend rendez-vous mi-2022. Je pense que ce qu'on attend, nous, c'est qu'il y ait une véritable logique de contractualisation directe entre l'État et la sphère industrielle, parce que c'est aussi à travers cette mobilisation financière qui se placera dans une logique de contractualisation directe avec nous, qu'on sera en capacité finalement de porter de façon extrêmement massive tous ces engagements que je viens d'évoquer. Merci madame, merci messieurs, et on va passer à une séquence suivante sur le concours de pitch de start-up en e-santé.